Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me trouve dans le parc du Mercantour, enfin quasiment à la frontière du parc. Je suis à côté du col de la Couilleule. Là, j'ai un point de vue magnifique à 360 degrés sur la région et j'ai le mont Mounier qui se trouve juste devant mon abri, devant la Hilberg qui se trouve juste derrière moi, la Nalo 2. Et je vais profiter ce matin de ce beau temps pour vous présenter l'abri, le système de couchage, le sac à dos que j'emporte pour un bivouac hivernal cette année en 2022. C'est parti. Ce que je vais vous présenter comme liste aujourd'hui, c'est vraiment une liste dédiée au bivouac hivernal, au bivouac dans la neige et pour affronter des températures vraiment très négatives, on va dire sur le bivouac de minimum moins 10 degrés jusqu'à moins 20 voire moins 25 degrés potentiellement, mais bon ça je ne l'ai pas encore testé donc je peux pas en être certain, mais disons que en théorie on va dire que je devrais pouvoir affronter sans problème des températures qui tournent autour des moins 20, moins 25 degrés, logiquement. En tout cas, donc c'est pas une liste, si vous voulez, 3 saisons que j'aurais boosté pour faire du bivouac hivernal occasionnellement, même si j'ai pu faire ça avec des listes 3 saisons auparavant. Là, c'est vraiment une liste dédiée au bivouac hivernal. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai des projets dans le futur de randonnée itinérante, notamment en Scandinavie, plus précisément en Laponie suédoise. J'aimerais y retourner, mais cette fois-ci en hiver, faire une traversée de la Laponie en solo et en hiver. C'est des treks qui sont quand même assez engagés. J'ai besoin d'avoir du matériel qui est vraiment adapté pour ce genre de randonnée. Et je prévois bien entendu de tester sur le terrain en conditions réelles ce matériel avant de valider ce genre d'expédition qui est quand même une expédition assez engagée en France, notamment dans le Jura ou dans le Vercors, puisque c'est des massifs où on retrouve plus ou moins en hiver des conditions qui peuvent être similaires à ce qu'on peut trouver en Scandinavie en hiver. Je mets là, comme ça, c'est un petit peu plus confortable pour moi. Ceci étant dit, je vais quand même vous présenter aujourd'hui les éléments principaux de ma liste de matériel pour du bivouac hivernal en 2022, même s'il y a quand même un élément important qui va changer en cours d'année, c'est le sac à dos. Le sac à dos que je vais vous présenter aujourd'hui, le Rugged Long Haul. J'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo sur ces sacs à dos. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur le petit lien qui va s'afficher juste ici. C'est un sac à dos qui est super, pour faire court, mais qui a deux inconvénients majeurs pour moi aujourd'hui par rapport à ce que je veux y mettre dedans. Le premier, c'est qu'il n'est pas assez volumineux, tout simplement. Il fait 50 litres. Et oui, je suis au regret de vous annoncer que j'ai pas assez de place pour y caser tout mon matériel. Enfin, je pourrais y caser tout mon matériel, mais avec un chausse-pied. Et encore une fois, en hiver, je préfère avoir de la place. C'est quelque chose, c'est un principe que j'adopte pour tout, que ce soit pour l'abri, que ce soit pour le sac de couchage, que ce soit pour le matelas. Il faut des choses grandes, confortables, et puis surtout faciles. Et ça, c'est le plus important, facile à manipuler, facile à manier, parce qu'en hiver, on n'a pas la même dextérité qu'en été. C'est compliqué de manipuler les choses. Il faut aller vite. Il faut que les choses se mettent en place vite, parce que c'est notre sécurité aussi qui est en jeu. Il faut également un sac où on peut caser rapidement ses affaires sans avoir besoin de tout ranger dans un ordre particulier, de compresser son duvet au maximum, etc., etc. Donc le sac, pour la faire court, que je vais avoir en cours d'année, ce sera toujours la même marque, ce sera SWD, Superior Wilderness Design. C'est le Big Wild. Pour info, c'est un sac qui fait 70 litres. Mais je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo parce que je ne l'ai pas. Tout simplement, sachez, gardez à l'esprit que le sac que je vous présente aujourd'hui, c'est le sac que j'utilise parce que c'est le sac que j'ai, mais ce n'est pas le sac que je garderai dans ma liste de matériel. Il y a un nouveau venu qui arrivera prochainement. Voilà. Ceci étant dit, on passe à la présentation. On va commencer déjà par l'abri. Alors ce que je vous présente aujourd'hui, là on va faire juste un survol, un résumé plus ou moins des caractéristiques techniques. Je vous ferai certainement une vidéo dédiée sur l'abri, une vidéo dédiée sur le sac de couchage, une vidéo dédiée également sur le matelas, parce que ça mérite selon moi de creuser un petit peu plus justement les caractéristiques techniques de ces trois objets, mais aujourd'hui on va faire simplement un survol. Je vous mettrai bien entendu dans la description de cette vidéo tous les liens de ces objets. J'essaierai de faire assez rapidement aussi un lighter pack pour que vous puissiez avoir justement une idée de la répartition des différents items dans ma liste. Et puis je vous mettrai bien entendu les poids, les caractéristiques techniques, tout ça dans le descriptif de la vidéo. Je ne vais pas me répéter en tout cas pendant la présentation de matériel. Donc sans plus attendre, on commence tout de suite par l'abri que vous voyez ici. C'est la Hilberg Nalo 2, c'est une tente tunnel, vous voyez, qui est prévue pour 2 personnes. On peut dormir à 2 dedans. Tout seul, c'est un palace, il y a de la place. Je dois avoir à peu près, allez, facilement 40 cm de chaque côté du tapis de sol d'espace. Ça permet vraiment de pouvoir
étaler ses affaires. Je reste convaincu qu'en hiver, c'est important d'avoir un abri surdimensionné en termes d'espace habitable pour deux raisons. La première raison, c'est déjà par rapport au confort moral. C'est important le soir, surtout si on a un temps de merde. Là aujourd'hui, il fait beau. Mais quand on a un temps de chien, qu'on a la tempête de neige, qu'il fait très froid, si on est dans un abri tout rikiki où on ne peut pas trop bouger, franchement, pour le moral, c'est compliqué. Surtout si vous partez plusieurs jours sur un bivouac, c'est pas gênant bien entendu, mais sur plusieurs jours, sur une semaine, sur 10 jours, sur 15 jours, c'est très problématique. Et puis la deuxième raison, c'est tout simplement que ça minimise le risque de mouiller son duvet, ses affaires. Lorsque vous avez beaucoup d'humidité avec du givre, si vous avez un abri où vous touchez facilement les parois, vous allez rapidement mouiller vos affaires. Et encore une fois, sur une randonnée itinérante, ça peut devenir très rapidement problématique, voire même dangereux si vous ne pouvez pas faire sécher votre duvet. Voilà, vous allez vous refroidir et ça peut être très dangereux. La marque Hilberg, c'est une marque qui est très réputée pour faire des tentes hyper costauds. Les tentes chez eux sont réparties en plusieurs catégories. Vous avez la catégorie noir qui est la catégorie 4 saisons faite pour aller au sommet de l'Everest ou en Arctique ou en Antarctique ou je ne sais où, enfin dans les conditions les pires qu'on peut trouver sur le globe. Juste en dessous, vous avez la catégorie rouge. La catégorie rouge, c'est des tentes 4 saisons qui sont prêtes à affronter des conditions sévères, mais pas les pires conditions qui, elles, sont réservées à la catégorie noire. L'Analo 2 que vous voyez derrière moi, c'est la catégorie rouge. Vous avez des catégories encore en dessous. Donc c'est une tente qui est prévue pour l'hivernal. Vous voyez qu'on a des pans qui vont jusqu'au sol, donc c'est pour éviter que la neige s'infiltre par en dessous si jamais il y a une tempête de neige. Et c'est une tente double paroi. Vous allez voir la chambre intérieure, c'est une chambre en tissu plein, donc ça permet d'avoir quand même une bonne bulle de chaleur quand les conditions sont assez froides, quand on dépasse les moins 10, moins 15 degrés la nuit en extérieur. Quand on ferme vraiment la tente intérieure, on peut gagner au minimum, je dirais 5-6 degrés par rapport à la température extérieure. Donc ça permet de garder quand même une bonne bulle de chaleur. On a une abside qui est très généreuse. On peut facilement mettre son sac à dos et pas mal de choses dans l'abside. On peut configurer aussi l'entrée. On n'est pas obligé de faire une entrée frontale. On peut aussi rentrer sur le côté, sur un des côtés, si vraiment on a des conditions entre guillemets merdiques avec du vent de face. On peut faire en sorte de rentrer sur le côté pour faciliter l'entrée et la sortie de l'abri. L'avantage de la Nalo 2, c'est qu'elle est très facile et très simple à monter. Elle a besoin que de 4 sardines pour tenir, même si bien entendu il est conseillé d'utiliser tous les points d'ancrage. En tout, je crois qu'il y a 13 points d'ancrage. La tente intérieure se monte en même temps que le double toit. Ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est indispensable en hiver. Il est hors de question d'avoir une tente où on monte d'abord la tente intérieure et ensuite on vient la recouvrir par la toile extérieure. Parce que si vous avez tempête de neige ou pluie, ça veut dire que tout votre tente, tout votre abri est trempé avant même que vous ayez fini de la monter. Là, l'avantage, c'est qu'on peut donc monter les deux en même temps. Donc votre tente intérieure, elle est bien protégée. On a un tapis de sol cuvette qui est surdimensionné, hein. Vraiment, on peut dormir dans une mare de flotte. Je crois que le tapis remonte à peu près de 20 cm de chaque côté. Tout est surdimensionné niveau matériel. Les fermetures éclairs, les points pour mettre les sardines, ce sont des anneaux en métal. Tout est en métal pour justement résister au froid. On a peu de matière plastique qui pourrait casser par grand froid. Le seul gros inconvénient que je peux lui trouver, c'est en cas de tempête de neige, en cas de chute de neige importante, de par sa forme, la neige risque de s'accumuler sur le toit et donc ça risque de potentiellement casser les arceaux, puisque si on a une masse de neige importante qui vient s'accumuler, la tente peut s'affaisser et donc les arceaux peut-être se briser. Enfin, en tout cas, elle est quand même prévue pour des conditions hivernales, mais ça sous-entend qu'il faut faire un petit peu de maintenance de temps en temps. La nuit, si vraiment on a une nuit pourrie où il y a des grosses chutes de neige, il faut de temps en temps secouer la toile pour éviter que la neige vienne s'accumuler sur le toit, pour éviter justement d'abîmer la tente. C'est une tente que je prendrais très certainement si j'allais faire une rando itinérante justement en Scandinavie en hiver en solo. Le poids, elle est en théorie à 2,4 kg, tout compris avec les sacs de rangement, les deux arceaux. On a également un tronçon de rechange s'il y a un morceau qui pète. Moi, j'arrive à peu près à 2 kg en virant les sacs de rangement. J'ai un sac en cubène pour mettre les arceaux. J'ai un autre sac également pour mettre l'abri dedans, qui me permet de le compacter un peu plus que le volume qu'il prend à l'origine dans son sac, hein. J'arrive moi à la compresser sur un sac qui fait à peu près 30 cm de long sur 15 cm à peu près de diamètre, donc c'est beaucoup plus compact, plus facile à ranger dans le sac. C'est pas la plus légère, ça c'est clair et net. Par contre, c'est une tente qui est robuste. Le tissu, encore une fois, c'est un tissu qui supporte une charge de 14 kg avant la déchirure, donc c'est quand même super costaud. Une tenue au vent qui est très bonne. Les tentes tunnels sont réputés pour avoir d'excellentes tenues au vent en général.
un espace de vie qui est important. Enfin, pour moi, ça matche le cahier des charges que je m'étais fixé. Alors, c'est pas une tente qui est autoportante, mais même de toute façon, une tente autoportante, il faut l'ancrer au sol quoi qu'il arrive, de toute façon. Donc, pour moi, c'est pas un vrai inconvénient. C'est la tente que je dessine vraiment pour mes bivouacs hivernaux. Il y a vraiment peu de danger de mouiller ses affaires à l'intérieur, surtout que l'intérieur est en tissu plein. Donc, si le double toit est mouillé, franchement, avant que la toile intérieure mouille, on a quand même un espace qui est très important entre les deux toiles. Donc, peu de risque que la toile intérieure viennent toucher la toile extérieure. Donc ça, c'était pour l'abri, la Hilberg Nalo 2. Alors en ce qui concerne le système de couchage, j'ai un ensemble composé d'un matelas gonflable Thermarest X-Term et d'un sac de couchage de la marque 000. C'est un petit Astazou. Au départ, c'était un petit Astazou 800. Je l'ai utilisé dernièrement jusqu'à moins 13 degrés. Et j'étais un petit peu limite confort, je sentais un peu le froid. Je l'ai renvoyé donc à 000 pour qu'il me rajoute 200 grammes de duvet dedans. Donc maintenant c'était un petit Astazou 1000, en sachant que le mien n'a pas de capuche. J'avais demandé donc un petit Astazou sans capuche. Il a une collerette pour couper les entrées d'air froid au niveau du cou, mais pas de capuche. J'avais demandé à 000 de me mettre le duvet de la capuche dans les compartiments, dans les caissons. Donc il est chargé à un petit peu plus d'un kilo de duvet d'oie d'excellente qualité. En théorie, ce sac de couchage combiné au matelas que vous voyez là actuellement devrait pouvoir me permettre d'affronter des températures entre moins 15 et moins 20 degrés. Bien entendu, je n'ai pas encore pu tester. Je pense que moins 15 degrés, il n'y a pas de souci. Entre moins 15 et moins 20, ça va dépendre de mon état, je pense certainement. Le matelas Thermarest X-Term, j'en avais déjà un depuis pas mal d'années, c'était les anciennes versions, qui ne se fait plus d'ailleurs, puisque c'était un matelas de longueur médium, de forme momie, donc plus court, enfin plus étroit au pied qu'à la tête. Et je me suis aperçu qu'en hiver, lorsque les températures sont très très froides, le fait que le duvet en fait déborde du matelas qui n'était pas très large, ça a occasionné pour moi des points froids. Donc j'ai décidé de partir déjà sur la nouvelle version qui est beaucoup plus facile à gonfler et dégonfler avec leur nouvelle valve parce qu'on a un sac de gonflage intégré. Et j'ai pris donc la version rectangulaire et la version large, c'est-à-dire qu'il ne fait pas 55 cm, il fait 63 cm de large. Donc là je suis certain que mon sac de couchage ne va pas dépasser du matelas. Vous voyez que le sac il vient vraiment pile poil sur la largeur du matelas et ça me permet d'avoir une surface isolante par rapport au sol beaucoup plus importante que ce que j'avais avant, donc de minimiser en tout cas les chances de refroidissement par conduction, par transfert de chaleur de mon corps au sol, avec ce type de matelas. Bien entendu, il est beaucoup plus lourd, hein, il pèse 600 et quelques grammes. Le sac de couchage, je ne l'ai pas encore pesé, mais je pense qu'il doit être avoisiner les 1,3 kg si je ne dis pas de bêtises. Il faudrait que je le pèse d'ailleurs pour vérifier. Je ne l'ai pas encore pesé depuis que j'ai fait rajouter 200 grammes de duvet dedans, mais je l'ai reçu il y a quelques jours simplement, hein, donc c'est la première fois que je teste. En tout cas, j'étais hyper impressionné par son gonflant, c'est vraiment un monstre. Les parois sur les côtés qui tiennent toutes seules. De chaque côté en fait du corps, on a les caissons qui sont bien verticaux, remplis de duvet. Il n'y a pas besoin de migrer le duvet, hein, tous les compartiments sont bien gonflés. J'avais demandé justement à surgarnir les compartiments supérieurs et c'est ce qu'ils ont fait. Le tissu est un tissu plus lourd, hein, il doit faire 32 grammes au mètre carré, donc plus lourd que ce qu'on trouve sur les sacs ultra légers, mais par contre c'est costaud. S'il y a un petit accroc, si la fermeture se prend, il n'y a pas de danger d'abîmer le tissu, c'est costaud. Encore une fois, il y a plus léger, mais pour l'hiver, le poids n'est pas le critère le plus important pour moi. En tout cas, c'est pas le critère prioritaire. On va dire que c'est d'abord la facilité d'utilisation, la robustesse, la résistance. Et ensuite, éventuellement, bien sûr, le poids, ça reste quand même très important. On est quand même sur une chaîne de randonnée légère, mais on est quand même sur des conditions de randonnée qui sont bien différentes de ce qu'on peut trouver en été en 3 saisons. Donc, encore une fois, là, c'est avant tout le confort et la sécurité qui vont primer dans mes choix de matériel. Donc j'ai une bonne isolation, un bon confort, facilité de gonflage et de dégonflage avec leur nouvelle valve qui est beaucoup plus pratique que l'ancienne. L'ancienne, elle était quand même merdique, il faut bien le dire. C'est du beau matériel, c'est du bon matériel. Un petit bémol quand même sur le duvet 000, c'est leur système de fermeture de la collerette, qui est un système de fermeture par velcro, comme vous pouvez le constater. Et ça, moi, le velcro, je suis vraiment pas fan, surtout que j'utilise beaucoup, j'ai des habits en laine. Les mitaines que vous voyez ici, j'ai un haut en Polartec, ça accroche dessus, même si c'est censé être des velcro qui n'accrochent pas, des velcro doux, ça accroche quand même. Et puis le cordon de serrage,
de la collerette qui se trouve à l'autre extrémité. C'est-à-dire que moi, si je dors sur le côté et que je suis de ce côté-ci, je suis obligé de me retourner de l'autre côté pour pouvoir accéder au cordon si je veux le desserrer pour sortir du sac. Donc c'est pas super pratique. J'aurais préféré un système central où je peux le manier au milieu du sac, donc accessible, que ce soit à gauche ou à droite, que ce soit accessible facilement. C'est le grief que je pourrais faire aujourd'hui sur ce sac de couchage. Rien à dire par rapport au matelas, j'en suis assez content pour l'instant. Il y a plus léger, il fait 600 grammes, mais il y a plus lourd aussi. Donc 600 grammes pour moi, c'est quand même un bon compromis. Alors je vous l'ai dit, hein, j'ai pas de capuche sur mon sac de couchage parce que je dors sur le côté et que je trouve ça complètement inutile pour mon usage. Parce que si je dors sur le côté, ça veut dire que j'ai la figure complètement enfermée dans la capuche, donc je vais la tremper par ma respiration. Donc j'ai préféré opter pour un sac sans capuche et j'utilise une capuche en duvet si vraiment les températures sont très froides, avec un système de double serrage, un système de serrage au niveau du cou et un système de serrage au niveau du nez et de la bouche. Généralement, j'ai la bouche qui est recouverte et ça me permet de garder la tête au chaud. Généralement, donc je mets la capuche de ma Polartec sur ma tête. Éventuellement, s'il fait très froid, la doudoune, la capuche de la doudoune par-dessus et enfin la cagoule. Je vais mettre pour vous montrer concrètement comment ça marche. Donc là, généralement, ce que je fais, c'est que j'ai la capuche de la Polartec comme ceci. S'il fait très froid, donc je laisse ma doudoune sur moi. Mais cette nuit, par exemple, j'ai dormi sans doudoune. Il a fait moins 8 degrés au plus froid de la nuit. Heureusement, j'ai pas eu froid, hein, parce que si j'avais eu froid avec un système comme ça. Et je viens mettre la capuche par-dessus l'ensemble. Là, je vais pas le mettre parce que j'ai le micro HF ici, donc ça va être horrible au niveau du son. Et ça me permet d'avoir la tête bien protégée du froid, des entrées d'air froid, et de passer une bonne nuit avec ça. Petit morceau de matelas Thermarest, Ridgerest, d'1 mètre de longueur, que j'utilise à la fois au bivouac, devant l'entrée de l'abri. Ça me permet de pouvoir me poser dessus pour pouvoir cuisiner, etc. le soir, sans pourrir l'intérieur de l'abri. Et il me sert également, si j'ai besoin, éventuellement en appoint du matelas ici. Et je le mets en rond comme ceci dans mon sac à dos lorsque je mets mes affaires dans le sac. Et tous mes sacs, je les range à l'intérieur. Ça permet de rigidifier davantage le sac à dos. Et on va passer d'ailleurs tout de suite au sac à dos. Rapidement, parce qu'encore une fois, c'est pas le sac que je vais garder définitivement dans ma liste de matériel pour du bivouac hivernal. Et en plus de ça, je vous avais déjà fait une vidéo de présentation sur ce sac, le Rugged Long Haul de chez Superior Wilderness Design, un sac donc d'un cottage américain qui fait des sacs de super bonne qualité. Par contre, il faut vraiment pas être pressé. Il y a en moyenne une quinzaine de semaines de délai entre le moment où vous passez la commande et le moment où le sac est expédié, donc c'est super long. La particularité de Superior Wilderness Design, c'est qu'ils font également des sacs de grosse capacité qui supportent des charges relativement lourdes, hein, plus de 15 kg, 20 kg, voire plus de 20 kg. Le Big Wild que j'ai commandé, qui fait 70 litres, je crois qu'il est confort même à des charges supérieures à 20 kg, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont fait un tout nouveau système de portage, d'ergonomie, avec une ceinture ventrale qui est flottante, donc qui va s'adapter en fait à vos hanches et à votre bassin en fonction de comment vous allez bouger, donc qui augmente le confort de portage et surtout avec une anatomie, avec une armature qui a été revue pour vraiment optimiser au maximum le transfert de charge sur les hanches et qui permet justement d'avoir des sacs relativement légers, surtout qu'ils utilisent dorénavant pour leurs sacs les nouveaux matériaux recyclés, les fameux tissus Ultra EPL, donc ils sont plus résistants ou aussi résistants que les X-Pax et compagnie, mais déjà recyclés, donc plus écolo, et qui sont étanches et qui ont une résistance à l'usure, à l'abrasion qui est encore plus importante à denier à poids égal. Donc on arrive à le Big Wild, si je dis pas de bêtises, d'un 70 litres de volume. Celui que j'ai commandé, il est donné pour 1 kg, un tout petit peu plus d'1 kg, donc ce qui est quand même relativement léger pour un sac avec armature, avec une ceinture ventrale flottante, réglable en plus, hein, on peut régler également, donc on peut optimiser la longueur de dos, l'ajuster vraiment sur plusieurs centimètres en hauteur pour l'avoir vraiment de manière optimisée par rapport à sa longueur de dos. Celui-ci, je vous ai déjà fait en plus une présentation dessus, le Rugged Long Haul, sac de 50 litres, très bien fait, il n'y a rien à dire, il me correspond bien à la longueur de dos, mais comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, deux inconvénients pour moi, c'est le litrage qui est pas suffisant, le confort passé un certain poids qui
clavier, je trouve un petit peu limite. Sur des courtes distances, ça va encore. Voilà les amis, ce sera tout pour cette première partie. N'hésitez pas encore une fois à laisser un pouce, un commentaire et à partager la vidéo. Ça aide à faire connaître la chaîne au plus grand nombre. Encore une fois, profitez de la nature tant que vous pouvez, mais surtout, respectez-la. Prenez soin de vous. Ciao.